On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on reçoit la candidate dans l'Acadie aux prochaines élections pour l'équipe André Bouchard. Elle s'appelle Annie Surprenant. Mais d'abord, on poursuit sur les élections fédérales avec une nouvelle formation politique et un nouveau candidat. À chaque élection fédérale, provinciale, il y a souvent de ces nouveaux partis qu'on apprend à découvrir. Oui, il y a les principaux partis, mais il y en a d'autres et il y en a des nouveaux. Et à cette élection-ci, il y a vraiment un nouveau parti qui a pris naissance à l'élection fédérale, le Parti Libre Canada. Et ici, dans le comté de Saint-Jean, on a l'un des candidats qui est avec nous, Jean-Charles Cléroux. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. C'est quoi le Parti Libre Canada? Parce que là, vous avez quand même une cinquantaine de candidats au pays. Donc, ça a pris naissance comment? C'est 58 candidats que nous avons au pays, dont 52 qui représentent le Québec. On en a 3 en Ontario et on en a 3 au Nouveau-Brunswick. Ça, c'est les candidats qui ont réussi à obtenir le support. Comme vous savez, il faut des il faut remplir le bulletin de candidature pour voilà, remplir les il modalités. Faut plus de 100 noms, donc, mais on avait une représentation pratiquement dans tous les territoires du Québec. On avait 6 ou 7 candidats au Nouveau-Brunswick. On en avait 2 en Colombie-Britannique, mais le temps était court. On n'a pas pu les mettre en candidat officiel. Mais ça part du Québec. Ça part du Québec, oui. Exact. Ça part du Québec. Et ça a parti comment? Ça a parti, c'est Michel qui est le chef du parti, qui avait enregistré un parti à Élections Canada, okay. Parti Libre Canada. Et c'est Martin Gravel qui a fait un appel pour dire, bon, bien, tout ce qui se passe au niveau démocratique, puis tout ça. Et la crise aidant, donc ça a commencé à faire éveiller beaucoup de gens qui se posent des questions de plus en plus au niveau démocratique, que ce soit par les mesures sanitaires, que l'on est rendu que c'est qui gouverne vraiment, c'est-tu la santé publique, Donc, il y a beaucoup de gens qui se sont posés de questions. Et quand Martin a lâché ça, de dire, bien, je pense que c'est une opportunité de vraiment faire voir aux gens qu'on est peut-être plus dans une illusion de démocratie que vraiment une démocratie, c'est qu'on s'est réunis, une gang de personnes comme moi. On a foncé et ça a fait boule de neige, ça a fait un mouvement et les gens se sont rassemblés autour du mouvement. Mais ce sont des gens qui se connaissaient à l'avance? Pas du tout. Non, pas du tout? Pas du tout. C'est tous des gens qui ont senti l'appel de vouloir incarner la politique de façon différente pour le Canada. Mais ça a parti par les médias sociaux. Qu'est-ce qui fait que vous avez entendu parler de ça? Moi, ce que j'ai entendu parler, parce que je ne connaissais pas Martin, c'est un de mes amis qui sait, parce que tout le monde qui me connaît à Saint-Jean, partout, savent que je suis quelqu'un qui s'intéresse, qui est impliqué. Je connais la politique. Beaucoup de monde m'ont souvent dit « tu devrais faire de la politique », mais je n'ai jamais été attiré par aucun parti pour défendre les idées que j'ai toujours eues. Et quand ça a parti, c'est un de mes amis, il dit « Jean-Charles, je pense qu'il y a ta place ». Puis il m'envoie la vidéo de Martin Gravel qui dit « on est tanné ». Donc, j'ai appelé Martin, j'ai appelé Michel Leclerc, le chef du parti. Et quand je suis arrivé, on s'est fait un meeting immédiatement. Puis je dis, regarde, voici mes visions. Moi, je suis politisé. Voici ce que je vois comme faire. Qu'est-ce que je veux changer? Et le jour où je fais de la politique, c'est quoi les vraies raisons? Puis ils ont tout fait comme, ben là, c'est toi qui es dans l'équipe, puis let's go. Donc, Qu'est-ce qui vous unit? Parce que, dans le fond, est-ce que la création du parti a un lien direct avec la situation de la pandémie qu'on vit en ce moment? Non. C'est une cause à effet? Bien, écoutez, M. Latour, comme je vous ai dit, il y a toujours des expressions qui sont utilisées, de ne jamais laisser passer une bonne crise pour passer des choses qu'on ne pourrait pas passer en d'autres temps. Puis je donne souvent l'exemple du 11 septembre, où ce que Bush a introduit le Patriot Act, qui a fait qu'on a mis tous les citoyens américains sur écoute par Messenger, les liens... Le Patriot Act n'aurait jamais pu passer sans le 11 septembre. Donc, il y a beaucoup de choses pour enlever nos droits, nos libertés, qui se passent en utilisant des crises. Donc, oui, la crise COVID, on s'est dit, bon, on va appliquer l'adage, mais sur le bord des citoyens ce coup-là. Donc, pour enlever des droits, mais on va profiter de la crise COVID, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent, pour renverser la vapeur puis dire, bien, on va redonner la réelle démocratie aux citoyens avec la crise COVID qui va nous aider à amener ça. Mais les gens là, qui sont dans le Parti Libre Canada, puis là, je veux juste être sûr qu'on ne se trompe pas, est-ce que ce sont des anti-vaccins, des complotistes? Pas du tout. On n'est pas là-dedans. On n'est pas là-dedans du tout. Mais merci de poser la question, d'être vraiment honnête, parce que beaucoup de gens vont nous avoir approchés pour la crise COVID. C'est pas la crise COVID. La crise COVID, ça nous permet juste d'avoir un auditoire que tout ce que j'ai à dire sur la démocratie, sur la gestion des fonds publics, sur la façon que c'est fait, j'aurais pas été entendu autant
que là, je t'ai entendu. Mais c'est vraiment un projet politique. On parle... Mais vous ne remettez pas en cause l'existence du virus? Non. Non. Ou même l'utilité du vaccin ou de la vaccination? Bien, le vaccin, on a une position claire à ce niveau-là. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on a beaucoup de questions. Puis, tu sais, pour tous les gens que je parle, écoutez, j'ai des gens que c'est triste, là, mais j'ai des gens qui sont vaccinés. Puis, M. Cléroux, est-ce que je peux supporter votre candidature? Ça vient me voir, Parti libre. Je veux dire, on n'est pas là pour ça, là. On est là pour un projet démocratique citoyen et remettre le pouvoir aux citoyens. Mais la COVID, c'est évident qu'on a une multitude de questions. Tu sais, je vais te prendre un exemple, si tu permets. Il y a quelqu'un qui est venu me voir, qui est pro-mesure, vacciné, il a son code QR, puis tout ça, puis il me dit, écoutez, M. Cléroux, puis il est vraiment honnête dans sa situation, puis lui, son point, c'est pourquoi le monde ne va pas tous se faire vacciner pour qu'on sorte de la crise? Puis j'ai parlé avec l'individu, puis je dis, écoute, regarde tout ce qui s'est fait depuis la crise, les irrégularités de Arruda. Tu sais, tout le monde est d'accord que ça n'a pas de bon sens, les communications. Tu sais, les NSPQ sort qu'il n'y a pas d'études scientifiques pour le masque. Arruda dit qu'on ne mettra pas le masque parce que ça serait très contestable devant les tribunaux. On met le masque. Donc, toutes ces irrégularités-là, que ce soit des vaccinés ou non vaccinés, nous autres, on n'est pas là pour diviser puis cataloguer les gens, là. On est là pour réunir la société parce que c'est pas un secret de polichinelle, là. On commence à être dangereusement divisé. Donc, moi, des vaccinés, j'en ai plein qui m'appuient. J'en ai plein qui m'appuient. Tu sais, il ne faut pas faire de la fausse information. Le vacciner ou non, là, c'est votre vie, c'est votre choix. Mais il y a des règles, il y a eu des irrégularités basées sur la science et on a des questions. Donc, ces questions-là, malheureusement, il n'y a personne qui se lève. Tout le monde est dans un discours, un narratif, et il n'y a pas de questions qui se posent. Puis c'est très inquiétant. Au niveau de la société et de la démocratie, c'est très inquiétant ce qui se passe. Mais est-ce que vous-même, vous êtes favorable au vaccin? Êtes-vous vous-même vacciné? Est-ce que vous Moi, personnellement, non, je ne suis pas vacciné. C'est un choix? Ah oui, mais oui, c'est un choix. Les vaccins, quand on va regarder sur le site de toutes les firmes de vaccination, on est encore en phase 3. Donc, le vaccin, il est autorisé par Santé Canada, mais il n'est pas homologué. Donc, on est tous en phase expérimentale à cause de la mesure d'urgence. Mais quand vous voyez les statistiques qu'on voit quotidiennement, disons qu'aujourd'hui, il y a 600 nouveaux cas. Oui. Puis là, on voit dans les stats qu'il y a à peu près, disons, 450 de ces personnes-là qui sont soit pas vaccinées ou n'ayant reçu qu'une seule dose. Oui. Est-ce que les chiffres ne sont pas probants? C'est-à-dire que le vaccin, il n'est pas efficace à 100 %, puis le vaccin, je veux dire, ça n'arrange pas tout, mais est-ce que c'est malheureusement pas le seul outil qu'on a en ce moment? Il y a d'autres outils qu'on aurait pu utiliser depuis longtemps, que ça commence à sortir, d'autres traitements qui ont été tous refusés. Ça a fait une saga à Radio-Canada parce qu'un journaliste a osé interviewer Didier Raoult. On est rendu où de se faire tant cataloguer que ça, monsieur, c'est-tu pas Bureau? Stéphane Bureau. Hein. Stéphane Bureau. Il fait un bon travail. Il a donné vous allez voir sur tous les sites scientifiques, Didier Raoult, il est soit côté numéro 1, numéro 2 ou numéro 3 au monde en tant qu'épidémiologiste. Et là, c'est rendu un conspirationniste. Je veux dire, est où la science? Je ne suis pas d'accord nécessairement avec tout ce que Didier Raoult va dire, puis je ne vais pas être d'accord ou pas d'accord. Je veux dire, j'écoute, mais quand on est rendu qu'on veut faire taire le plus grand épidémiologiste au monde, je veux dire, on est rendu où? On se pose des questions. Qu'en est-il de la protection du réseau de la santé? Parce que moi, souvent, je me ramène à ça comme argument. Je me dis, bon, le vaccin, ça arrange pas tout, mais en même temps, malheureusement, au Québec, on est mal équipé. On a un réseau de la santé qui peine à suffire depuis 30 ans. Je me mets à la place de quelqu'un qui attend pour se faire changer un genou, puis je me dis, bon, mais si on dit, tu vas être obligé d'attendre un an de plus parce que nos hôpitaux sont surchargés parce que quelqu'un a attrapé la COVID, bien, je me dis, au moins, si je me fais vacciner, je vais au moins réduire la possibilité d'être malade et d'aller embourber le réseau de la santé. Peut-être, mais ça encore là, c'est possible. Même moi, en tant que candidat qui est là pour représenter réellement la science, peut-être les études ne sont pas terminées. Donc, je ne me permettrai jamais de parler comme tous les politiciens que le vaccin est bon, qu'il est sécuritaire. Puis ça, les études ne sont pas terminées. Puis ça, c'est un fait. Outre la COVID, parce que je vous entendais au débat fédéral là, qui a été initié par la Chambre de commerce vendredi, vous dites un peu le programme électoral, il est comme à bâtir. Qu'est-ce que ça veut dire? À bâtir, ça veut dire que nous, on fait le squelette, la colonne vertébrale de qu'est-ce que c'est Parti libre Canada. Et c'est de remettre les citoyens au centre des décisions, donc par une démocratie directe.
Donc, les outils des comités citoyens, des référendums d'initiatives populaires pour les grands enjeux. Donc, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de tous ces mécanismes-là qui existent ailleurs aussi, mais de vraiment remettre une démocratie directe. Et à partir de là, tous les autres enjeux qu'on pourrait considérer importants, mais c'est aux citoyens à décider. On est là pour écouter les citoyens. Donc, tu sais, comme une personne qui m'a écrit « Qu'est-ce que vous prévoyez pour les personnes handicapées? » Bien, allez sur le site. Vous faites, tu sais, moi, j'ai été sur la Fondation Bonheur, sur le conseil d'administration pour venir en aide aux personnes handicapées. Il y a des outils qui existent aujourd'hui. C'est quoi la place du fédéral à avoir? Mais les citoyens qui sont aux prises avec ces problèmes-là, mais allez sur le site partilibrecanada.org, soumettez votre question, le problème, avec la solution pour vous. C'est ça, remettre les citoyens au centre des décisions. En même temps, si on est pragmatique, quand on regarde le flot des élections, bien, c'est souvent les libéraux, les conservateurs, le NPD, le Bloc, Parti vert 1 ou 2. Même Maxime Bernier essayait de se partir une formation à la dernière élection. Il est encore là aujourd'hui, mais bon, est-ce qu'il va avoir du succès? On ne le sait pas. Avez-vous l'impression de prêcher un peu dans le désert? C'est-à-dire que là, il y a une élection, mais c'est quoi le réel potentiel qu'un de vous, dans les 58 candidats, soyez vraiment élu député avec 40 du vote, là? Je le sais pas. La vraie réponse, c'est je le sais pas. Mais une chose qui est là, comme je dis, moi, je suis là pour incarner le changement. On a des problèmes. On peut parler de la loi du financement de l'État, qui est bafouée aussi, qui est anticonstitutionnelle. Moi, je suis là vraiment pour incarner le changement et je ne m'arrête pas aux élections du 20 septembre. Oui, question d'avoir un élu Parti libre Canada, d'avoir une voix officielle comme député, va augmenter la légitimité de la portée de notre voix, que les gens vont vraiment plus réaliser qu'est-ce qu'il y en est parce qu'on va avoir une voix officielle. Tu sais, si je suis candidat, je suis député officiel. Mais c'est un mouvement qu'on part. Et ce mouvement-là ne s'arrêtera pas. En terminant, qui est Jean-Charles Cléroux? Pour nous expliquer un peu votre profil professionnel, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Bien, écoutez, Jean-Charles Cléroux, ceux qui ne me connaissent pas à Saint-Jean, bien, j'ai été impliqué longuement à Saint-Jean avec la Chambre de commerce. J'avais mon cabinet en gestion de patrimoine. On avait une expertise en relève intergénérationnelle, donc tout ce côté-là humain. Et il y a Jean-Charles Cléroux, mais qui a plus son côté de développement personnel. Aujourd'hui, ça fait 3 ans que j'ai lâché mon cabinet pour m'orienter vraiment plus sur le côté humain, le coaching, conférences, formation, au niveau de la pleine conscience. Je suis quelqu'un qui fait des arts martiaux depuis plus de 30 ans, donc j'ai toujours été attiré à ce côté-là de notre puissance intérieure. Et c'est ce que je veux incarner avec les gens, qu'on reprenne notre pouvoir et qu'on soit libre. Qu'on soit libre et basé sur des faits et non des croyances. Donc, votre voix a été entendue à l'occasion de cette élection. Donc, bonne chance à vous. Merci. Restez avec nous. Au retour, on parle élection municipale. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Seth. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Le printemps dernier, et même je pourrais dire l'hiver et le printemps dernier, on a reçu ici même sur le plateau tous les candidats
à la mairie, mais les candidats dans les districts électoraux de Saint-Jean-sur-Richelieu en prévision de l'élection municipale du mois de novembre prochain. Par contre, il nous en manquait une parce qu'au moment où on a pris nos vacances d'été, à la fin juin, malheureusement, elle n'était pas encore officiellement déclarée. Donc, en guise d'équité, je voulais la recevoir, tout comme les autres au printemps. Et oui, on va la revoir dans une autre entrevue plus tard dans la saison. Il s'agit d'Annie Surprenant, qui est candidate dans le district numéro 7. Grosso modo, c'est l'Acadie, une partie nord-ouest de Saint-Luc pour l'équipe d'André Bouchard. Bonjour et bienvenue. Bien, bonjour, merci. Ça fait plaisir d'être ici. Votre nom circulait au mois de juin, mais de ce que j'ai compris, vous étiez, je pense, en attente d'une autorisation de la part de votre employeur, oui, à savoir si vous aviez le droit ou non de vous présenter aux élections. C'est exact. Je devais passer par un processus qui est quand même assez laborieux, là, parce que je travaille pour le ministère de la Défense nationale au sein du gouvernement fédéral. Donc, il y avait 2 paliers de vérification pour être bien certain là, que je n'aurais pas une position qui entrerait en conflit d'intérêts ou en apparence de conflit d'intérêts. Donc, ça a pris quand même 1 mois et demi là, avant que j'obtienne les permissions requises. Bon. Et c'est la raison pour laquelle, malheureusement, on vous a poursu à l'émission avant la fin de notre saison, avant la pause estivale. Bon, oui. Qui est Annie Surprenant? Qui est Annie Surprenant? Bien, Annie Surprenant, c'est quelqu'un qui a un parcours peut-être un peu éclectique. Je suis quelqu'un qui, au cours de sa vie, a vécu toutes sortes de carrières différentes. Je suis quelqu'un qui est toujours à la recherche d'apprendre de nouveautés. Donc, à cause de tout ça, bien, j'ai vraiment développé une multitude de compétences et d'expériences qui fait que j'ai un profil assez particulier à présenter. Bon, vous l'avez expliqué en introduction, vous travaillez pour le ministère de la Défense. Expliquez-nous un peu ce que vous faites dans la vie. Présentement, je suis employée pour le ministère de la Défense au Collège militaire royal de Saint-Jean. Depuis les 3 dernières années, j'y ai monté un service de soutien à l'apprentissage. Donc, un service qui vient en aide aux étudiants qui ont des difficultés. Donc, ça n'existait pas avant, mais là, de plus en plus, avec les nouvelles générations, on a des jeunes qui arrivent avec des problématiques, des troubles d'apprentissage, etc. Et le Collège militaire n'est pas étranger à ça non plus, donc il fallait s'occuper de ça. Bon, vous êtes titulaire d'une maîtrise en administration publique et d'un bac en adaptation scolaire, mais avant de travailler pour la Défense, quel a été un peu votre parcours professionnel? Ah oui, je peux partir du début. J'ai commencé ma vie professionnelle comme enseignante. J'ai fait ça quand même plusieurs années. Par la suite, j'avais un goût de changement, la fibre entrepreneuriale. Donc, je me suis lancée dans quelques petites entreprises là, qui ont plus ou moins fonctionné, mais j'ai appris beaucoup. Par la suite, j'ai travaillé pour le gouvernement fédéral, mais à titre d'inspecteur des douanes. Donc, j'ai travaillé à la frontière, j'ai travaillé dans des escouades spéciales. J'ai fini ma carrière dans ce domaine-là comme enquêteur aux douanes. Donc, je travaillais vraiment à monter des enquêtes, travailler avec les procureurs de la Couronne pour vraiment monter des dossiers. Donc, j'ai fait ça. Puis, parallèlement, j'ai toujours poursuivi des formations à l'école, formations universitaires. Donc, j'étais toujours en train de me parfaire. Et j'ai eu l'opportunité, en 2004, d'être employée ici au Collège militaire comme facilitatrice, consultante, enseignante en gestion pour les gestionnaires à travers le ministère de la Défense partout au Canada. Donc, j'ai fait ça pendant plusieurs années. Comment avez-vous connu et finalement décidé d'habiter ici à Saint-Jean-sur-Richelieu? Bien, c'est l'emploi, là. C'est l'emploi, oui. C'est vraiment l'emploi qui m'a amenée ici au départ. Je ne connaissais pas tellement Saint-Jean-sur-Richelieu, là. C'est vraiment une opportunité là, de carrière là, qui m'a amenée ici. Mais je suis ici depuis 17 ans. Je me suis enracinée et c'est ici que je vais faire ma retraite. C'est ici que je vais finir mes jours. Bon. Et vous habitez le secteur l'Acadie? Non, je n'habite pas exactement dans le secteur de l'Acadie. Puis c'est la raison aussi pour laquelle ma candidature est arrivée tardivement et tout, parce que dans mon secteur, il y avait déjà un conseiller qui se présentait au sein de l'équipe d'André Bouchard. Donc, moi, je pensais, c'est ma connaissance des choses, qu'il fallait absolument habiter dans le district pour pouvoir se présenter. Il y a déjà même des conseillers actuellement qui n'habitent pas le propre district. Là. Mais voilà, c'est ça. C'est ce que j'ai réalisé finalement. Donc, quand l'opportunité s'est présentée, mais j'ai dit, mon doux Seigneur, c'est tout indiqué parce que l'Acadie, c'est vraiment juste à côté de chez moi. Moi, j'habite à la sortie du parc des Parulines sur la rue Saint-Jacques et je suis tout près. Vous êtes presque dans l'Acadie. Je suis presque dans l'Acadie. Je prends mes marches dans l'Acadie. Je fais le vélo dans l'Acadie. C'est quand même un milieu que je connais bien. Bon, ce district-là, évidemment, le siège de conseillère a été occupé par Mme Marcoux depuis plusieurs décennies. Mme Marcoux elle-même a déjà été mairesse de l'Acadie avant la fusion, donc ça
en dit long. Elle était là au moment de la fusion, au début des années 2000. Bon, elle a décidé de prendre sa retraite. Elle a eu quand même une adversaire assez coriace, là, qui en sera à sa 3e tentative, Mme Messier, pour l'équipe La Plante, qui a perdu par pas grand-chose à la dernière élection, quelques votes. Comment vous entrevoyez? Pour vous, là, vous êtes nouvelle en politique, vous arrivez dans un district où vous aviez une conseillère qui était là depuis 3 décennies et plus. Oui. Vous avez une adversaire assez coriace. Comment allez-vous trouver votre terrain de jeu, si on veut, là? Bien, moi, je vois la campagne électorale comme vraiment une opportunité juste de faire valoir. Et c'est ce que je veux faire. Je veux faire valoir qui je suis, ce que j'ai à apporter, mes compétences, l'écoute que j'ai envers les citoyens, la rencontre que j'aime créer avec eux, toutes les compétences que j'ai acquises dans mon passé, je pense qu'ils peuvent vraiment me servir au niveau du conseil. Puis, moi, je vois vraiment ça comme je montre ce que j'ai à offrir, je suis là, je suis à l'écoute, et puis bien, les citoyens prendront leurs décisions. Donc, je vois pas ça comme une bataille, je vois plus ça comme, tu sais, c'est une course, je m'engage dans la course, je vais courir fort, je vais courir vite, mais bon, on verra qui arrivera à la ligne d'arrivée en premier. Comment avez-vous connu André Bouchard? Qu'est-ce qui fait que vous êtes dans l'équipe de Mme Bouchard? Bien, c'est certain que, je veux dire, c'est une femme connue, là. J'avais quand même... je savais qui elle était. J'avais suivi un peu son parcours au fil du temps. Puis c'est suite à une discussion que j'ai eue, une discussion familiale avec mes enfants, où on discutait une fois de plus là, de mon intérêt pour la chose politique. Mais moi, je voyais vraiment ça un petit peu plus tard, une fois que je serai à la retraite. Mais en réalité, je prends ma retraite l'année prochaine. C'est bientôt. Donc, c'est bientôt. Je parlais de ce parti-là et du fait que ça m'intéressait. Et un des amis de ma fille est un des candidats au sein de l'équipe que je connais bien. Donc, on a eu des discussions ensemble. Finalement, on m'a présenté à Mme Bouchard. On a eu plusieurs discussions. Okay. Et puis, moi, de mon côté, j'ai vraiment eu un coup de cœur. Puis, je fonctionne beaucoup dans la vie avec des coups de cœur. Coup de cœur pour les valeurs, pour le programme, pour l'équipe en tant que telle. Et c'est ce qui m'a décidé de me lancer. Quel est le regard que vous portez sur les 4 dernières années? Avez-vous regardé un peu ce qui se faisait au municipal avec le conseil, le maire, un peu comment ça se passait? Avez-vous suivi ça un peu dans les dernières années? Oui, absolument. Je pense que la majorité des gens l'ont suivi un peu. Quoique, en faisant du porte-à-porte, je réalise que c'est pas tout le monde. C'est sûr qu'on a vu beaucoup de choses. J'ai quand même visionné au cours de l'année les séances du conseil, etc. Je les regardais pas toutes, mais je les regardais de façon sporadique quand même. Donc, j'étais quand même au courant un peu de ce qui se passait. Je trouvais ça un peu déplorable. La situation, mais moi, je suis le genre de personne qui a de la difficulté à être critique tant que j'ai pas toutes les informations, tous les faits, tant que moi-même, je n'ai pas toutes les données probantes là, par rapport à quelque chose. Donc, je me vois bien mal critiquer des choses qui ont été faites. Je peux simplement constater que, visiblement, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Les vrais fondements derrière ça, je ne suis pas au courant, donc je préfère ne pas m'exprimer. Mais je pense que des fois, quand on a essayé des choses puis que ça ne fonctionne pas, bien, la meilleure chose à faire, c'est de changer. C'est de changer complètement, puis d'y aller avec peut-être des gens qui vont arriver avec une approche différente, qui, cette fois-ci, sera peut-être plus gagnante. Qu'est-ce que vous savez des enjeux dans le district numéro 7, dans l'Acadie principalement, puis une partie nord-ouest de Saint-Luc? Mais c'est certain que lorsque j'ai commencé, là, vraiment, puis lorsque j'ai embarqué dans cette aventure-là, ce que je savais des enjeux, c'est ce qui était publicisé par rapport aux enjeux. Donc, j'avais beaucoup de difficultés à me faire une tête avec ça parce que je me disais, moi, je suis quelqu'un qui aime aller chercher les faits, qui aime constater vraiment de moi-même. Donc, là, je suis vraiment embarquée dans la machine. Je rencontre les gens, je leur parle de vive voix. Ils me partagent vraiment leurs enjeux. Puis, je me rends compte que bien, il y a certains enjeux que je voyais circuler qui, finalement, bien, en tout cas, à date, dans les discussions que j'ai avec les gens, sont peut-être pas nécessairement les enjeux les plus importants pour l'instant. Donc, c'est certain que l'Acadie a eu certaines problématiques, là, on le sait, là, des gros enjeux, là, notamment avec le champ de tir. Mais ça, ce sont des enjeux qui est temporairement fermé, mais fermé, pas fermé, hein, parce qu'il y a eu comme... il y a eu une réouverture. Une réouverture, là, là, oui, avec une espèce donc, c'est un dossier qui est judiciarisé, puis j'ose espérer qu'il va se régler prochainement. Donc, ça en était quand même un gros qui attirait beaucoup l'attention là, des médias, etc. Mais en ce qui a trait aux autres enjeux, je pense qu'on
parle d'enjeux qui sont davantage sectoriels. Quand je jase avec les gens, c'est des problématiques dans leur secteur particulier. Toutes sortes de problématiques reliées à la sécurité. Les gens veulent de l'éclairage. Il y a des problématiques au niveau de l'égouttement, des égouttements des eaux, dans les endroits où il y a des fossés, des choses comme ça. Si je regarde des enjeux qui sont plus globaux puis qui peuvent toucher peut-être plus la population, j'irais davantage au niveau des transports, au niveau... le camionnage, Pardon? Le camionnage dans le centre, dans le village. Bien, le aussi, camionnage, c'est un qui des enjeux que j'ai entendu parler beaucoup. Puis sincèrement, à date, dans le porte-à-porte que j'ai fait, puis j'en ai fait même sur le chemin du Clocher. Puis c'est pas un enjeu qui m'est rapporté tant que ça. Donc, je m'interroge par rapport à ça. Je vais vraiment me faire une tête une fois que j'aurai rencontré tout le monde. Mais c'est certain qu'il y a des enjeux cruciaux, là, surtout de nos jours, là, par rapport aux pistes cyclables. L'Acadie n'est pas raccordée. Il y a beaucoup de secteurs là, où c'est difficile, c'est pas sécuritaire là, de faire des belles balades à bicyclette. Vous avez dit tantôt, vous vous êtes rendu compte en faisant du porte-à-porte que malheureusement, il y a des gens qui s'intéressent peu ou pas à la politique municipale. En fait, il y a plus de 50 des gens qui ne votent pas. Oui. Ça, c'est un drame, là, ça, honnêtement. Les gens devraient peut-être s'y intéresser. Oui. Et là, vous vous en rendez compte en faisant le porte-à-porte. Oui, absolument. Absolument. Mais ce que je trouve intéressant, c'est même les gens qui s'y intéressaient pas, une fois qu'on engage la conversation avec eux, une fois qu'on les écoute, finalement, on se rend compte que les gens ont peut-être un petit peu plus d'intérêt qu'on pensait. À sa dernière entrevue, ici même, la conseillère sortante, Mme Marcoux, évidemment, qui n'avait pas beaucoup d'atomes crochus, que le maire Laplante nous a dit de facto qu'elle appuierait Mme Bouchard, et donc, je présume, sa candidate. Avez-vous déjà eu l'occasion de parler avec Mme Marcoux? Oui, absolument. Donc, de ce côté-là, je me trouve quand même choyée, là, étant nouvelle en politique municipale, de bénéficier quand même de la collaboration de Mme Marcoux. C'est une mine d'informations sur l'histoire de l'Acadie, sur tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant, sur tous les projets qui ont été mis sur la table et qui sont tombés. Donc, moi, je trouve ça vraiment une belle chance pour moi là, d'arriver puis d'avoir cette collaboration-là. Je l'ai également de d'autres citoyens au sein de l'Acadie qui ont quand même un grand impact, une bonne influence, des gens qui sont impliqués au niveau social, communautaire. Donc, vraiment, là, de ce côté-là, je me trouve choyée, bien accompagnée. Merci beaucoup. Bonne chance. Merci. Et au plaisir de se revoir un petit peu plus tard dans quelques semaines quand on va s'approcher un peu de l'élection municipale. Un gros merci et à la prochaine. Reste avec nous. On vous revient après ceci. Le Haut-Richelieu au temps des années folles. C'est une nouvelle exposition qui est en vigueur en ce moment et pour les prochaines semaines et les prochains mois au musée du Haut-Richelieu. Donc, allez faire votre tour. On se cherche parfois des activités pour se divertir et pandémie ou pas, là, évidemment, le musée a quand même rouvert. Ça fait plusieurs mois. Ça a même été considéré comme un service quasi essentiel. Donc, allez faire un tour, ça en vaut la peine. N'oubliez pas qu'à tous les dimanches matins, 9h30 en direct, ici même à la télévision du Haut-Richelieu, il y a le Télébingo avec 4 000 $ en prix à chaque semaine, puis il y a même un 500 $ boni pour la boule chanceuse du jour. Et nous, notre prochain rendez-vous, c'est bien sûr demain. Bye-bye.